Le Mali est dans un moment très tendu. Voici ce qui se passe. Permettez-moi d'aller droit au but parce que ce que nous avons à vous dire ce soir est d'une importance capitale. Ce n'est pas une information comme les autres. Ce n'est pas une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Ce que nous allons vous exposer ce soir, c'est la réalité brute, la réalité crue, la réalité que beaucoup de médias ne veulent pas vous montrer, parce que si vous voyez la vérité en face, tout leur système de manipulation s'effondre comme un château de cartes. Et c'est exactement ce que nous allons faire ce soir. Nous allons faire tomber ce château de cartes, brique après brique, argument après argument, preuve après preuve. Alors installez-vous confortablement, prenez le temps d'écouter parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer votre façon de voir les choses, va changer votre compréhension de la situation malienne et surtout va vous donner les outils nécessaires pour ne plus jamais vous laisser manipuler par ceux qui veulent vous faire croire que le Mali est en train de perdre alors que la réalité est toute autre. Commençons par les faits. Le Mali fait face depuis plusieurs années à une menace terroriste qui s'est intensifiée de manière dramatique ces derniers temps. Les groupes armés, soutenus de l'extérieur, financés par des puissances qui ont des intérêts dans la déstabilisation de cette région de l'Afrique de l'Ouest, ont multiplié leurs attaques. Ils ont ciblé des villages, des convois militaires, des positions stratégiques. Ils ont essayé par tous les moyens d'affaiblir l'État malien, d'éroder la confiance du peuple en ses dirigeants et surtout de prouver au monde entier que le Mali ne peut pas se défendre seul, que le Mali a besoin de tuteurs étrangers pour survivre. Mais voilà ce que ces puissances n'ont pas compris, ce que ces groupes terroristes n'ont pas anticipé dans leurs calculs les plus sophistiqués. Le peuple malien n'est pas un peuple ordinaire. Le peuple malien est un peuple qui a une histoire millénaire, un peuple qui a construit des empires, un peuple dont les ancêtres ont résisté aux conquêtes les plus brutales de l'histoire humaine, et ce peuple-là, aujourd'hui encore, continue de résister avec une force, une détermination et une cohésion que personne au monde n'aurait pu prévoir. Mais avant de vous parler de cette résistance extraordinaire, permettez-moi de vous planter le décor. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé lors de cette attaque dont nous allons vous parler en détail, il faut d'abord comprendre le contexte géopolitique dans lequel le Mali évolue aujourd'hui. Il faut comprendre qui sont les ennemis du Mali, pourquoi ils veulent déstabiliser ce pays et quels sont les outils qu'ils utilisent pour parvenir à leur fin. Et je vais vous dire quelque chose d'important. Ces outils ne sont pas uniquement militaires. Loin de là. La guerre contre le Mali se joue sur plusieurs fronts simultanément. Il y a le front militaire, bien sûr, avec les attaques terroristes. Mais il y a aussi le front médiatique, avec une propagande orchestrée, financée, coordonnée par des intérêts qui n'ont rien à voir avec le bien-être du peuple malien. Il y a le front diplomatique, avec des pressions internationales, des sanctions, des menaces voilées. Et il y a enfin le front informationnel le plus insidieux de tous, celui où l'on essaie de vous faire croire que le noir c'est blanc et que le blanc c'est noir. Alors ce soir, nous allons démêler tout ça. Nous allons vous montrer comment fonctionne cette machine de propagande. Nous allons vous expliquer pourquoi certains médias, que nous connaissons tous très bien, ont intérêt à vous présenter une version déformée de la réalité malienne. Et surtout, nous allons vous dire ce qui s'est réellement passé lors de cette attaque terroriste contre le Mali. Une attaque qui a choqué, qui a surpris, mais pas dans le sens où les médias dominants voudraient vous faire croire. Car voilà la vérité que personne ne vous dit. Il y a eu une attaque. Une attaque terroriste d'une violence inouïe, d'une brutalité qui dépasse l'entendement humain. Des hommes armés jusqu'aux dents, entraînés, équipés, briefés, sont venus semer la terreur sur le territoire malien. Ils avaient un plan, ils avaient des objectifs précis. Ils pensaient avoir tout calculé, tout anticipé, tout prévu. Ils se croyaient invincibles. Ils se croyaient au-dessus de tout. Ils se croyaient capables de venir, de frapper et de repartir comme si de rien n'était, comme si le peuple malien n'existait pas, comme si cette terre n'appartenait à personne, comme si l'âme de ce peuple pouvait être brisée aussi facilement qu'on brise une branche sèche. Et c'est là qu'ils ont fait leur plus grande erreur de calcul. C'est là que leur plan le plus sophistiqué s'est effondré. C'est là que leur arrogance les a perdus. Parce qu'au Mali, on ne vient pas attaquer impunément. Parce qu'au Mali, la terre elle-même résiste. Parce qu'au Mali, même les femmes, oui, vous avez bien entendu, même les femmes maliennes, ces mères, ces épouses, ces sœurs que l'on croyait vulnérables, que l'on croyait sans défense, se sont levées comme une seule force, comme une muraille humaine et ont confronté ces terroristes d'une façon que personne au monde n'aurait pu imaginer. Ce qui s'est passé ce jour-là dépasse les simples catégories militaires. Ce qui s'est passé ce jour-là appartient à une autre dimension. Une dimension que les experts en stratégie militaire ne peuvent pas analyser avec leurs grilles habituelles.
Une dimension que les journalistes des grandes chaînes d'information ne peuvent pas commenter avec leurs mots habituels, parce que ce qui s'est passé ce jour-là est tout simplement hors norme. C'est hors de tout ce que les manuels militaires décrivent. C'est hors de tout ce que l'expérience humaine contemporaine peut facilement cataloguer. Et nous allons vous en parler. Nous allons vous expliquer en détail ce phénomène extraordinaire, ce moment qui restera dans les annales de la résistance malienne, ce moment qui devrait faire réfléchir tous ceux qui pensaient que le Mali était une cible facile, un fruit mûr à cueillir, un territoire sans défense qu'on pouvait piller et dominer à sa guise. Mais d'abord, parlons de quelque chose d'extrêmement important, quelque chose dont les médias mainstream ont fait leur cheval de bataille depuis le début de cette journée tragique, la question du ministre de la Défense malien. Depuis les premières heures qui ont suivi l'attaque, une information a commencé à circuler. Une information présentée comme un fait établi. Une information répétée en boucle sur toutes les plateformes, relayée par tous les médias qui ont intérêt à déstabiliser le Mali. Une information qui voulait faire croire à l'opinion publique internationale, et surtout aux Maliens eux-mêmes, que le ministre de la Défense du Mali avait perdu la vie dans cette attaque. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà la bombe informationnelle qu'ils ont lancée. Et cette bombe, elle n'était pas lancée au hasard. Elle n'était pas le fruit d'un journalisme d'investigation sérieux, d'une source vérifiée, d'une information recoupée à plusieurs niveaux. Non. Cette bombe était une arme de guerre informationnelle, conçue, préparée, lancée avec un objectif très précis, un objectif que nous allons vous expliquer maintenant. L'objectif était simple dans sa conception mais diabolique dans son exécution. En annonçant la mort du ministre de la Défense, ces médias espéraient provoquer plusieurs choses en même temps. Premièrement, ils espéraient créer un climat de panique au sein des forces armées maliennes. Si le ministre est mort, si le chef est tombé, alors qui commande, qui décide, qui coordonne? C'est une vieille tactique de guerre psychologique. Couper la tête pour démoraliser le corps. Deuxièmement, ils espéraient pousser le gouvernement malien à sortir de sa réserve, à communiquer précipitamment pour démentir et ce faisant, à révéler la position exacte du ministre, sa localisation, son état, des informations qui auraient pu être utilisées pour planifier une seconde attaque, une attaque encore plus ciblée, encore plus précise. Troisièmement, et c'est peut-être l'objectif le plus pernicieux, ils espéraient semer le doute dans l'esprit du peuple malien, faire croire que le gouvernement cache quelque chose, faire croire que la situation est plus grave qu'on ne le dit, faire croire que le Mali est en train de perdre cette guerre et que les dirigeants ne veulent pas le reconnaître. Mais voilà ce que ces stratèges de la manipulation n'ont pas prévu. Le gouvernement malien n'est pas tombé dans ce piège. Le gouvernement malien a fait preuve d'une sagesse remarquable, d'un sang-froid impressionnant, d'une maîtrise de la situation qui devrait forcer le respect de tous ceux qui observent la scène politique africaine. Le gouvernement malien n'a pas répondu aux injonctions des médias de la désinformation. Le gouvernement malien n'a pas offert sur un plateau d'argent les informations que ses ennemis cherchaient à obtenir par ce stratagème grossier. Le gouvernement malien a maintenu sa position, a gardé le silence là où le silence s'imposait et a laissé la réalité parler d'elle-même. Et la réalité, justement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le gouvernement malien n'a fait aucune annonce concernant la mort d'un quelconque haut responsable. Elle dit que si un ministre de la Défense avait effectivement péri dans une attaque terroriste, c'est exactement le type d'information que le gouvernement malien aurait communiqué au peuple, parce que les militaires maliens n'ont pas honte de leur mort, parce que mourir pour la patrie est un honneur et non une honte, parce que dans la culture militaire malienne, ceux qui tombent au combat sont des héros dont le sacrifice mérite d'être célébré publiquement. Donc si le ministre était tombé, le gouvernement l'aurait dit. Le gouvernement l'aurait annoncé avec les honneurs dus à son rang. Le gouvernement aurait organisé des funérailles nationales dignes de ce nom. Et le fait que rien de tout cela ne s'est produit est en lui-même la réponse la plus éloquente à toute cette vague de désinformation. Il y a une sagesse populaire qui dit qu'on ne peut pas cacher deux choses dans la vie. Une grossesse et une mort. La mort, elle finit toujours par se savoir. La mort, elle laisse des traces, des témoins, des preuves. La mort ne peut pas être gardée secrète indéfiniment, surtout quand il s'agit d'un personnage public de premier plan, un ministre de la Défense, un homme entouré de gardes du corps, de conseillers, de collaborateurs, d'assistants, de chauffeurs, de tout un dispositif humain qui rend impossible toute dissimulation d'un tel événement. Alors oui, nous vous le disons ce soir avec toute la certitude dont nous sommes capables. Le ministre de la Défense du Mali est vivant. L'objectif des terroristes n'a pas été atteint. La mission a échoué et cet échec retentissant est en train de mettre dans tous ces États le camp de ceux qui ont ordonné, planifié et financé cette attaque.
Mais revenons maintenant à l'attaque elle-même parce que ce qui s'est passé sur le terrain ce jour-là mérite qu'on s'y attarde longuement, mérite qu'on analyse chaque détail, mérite qu'on comprenne ce que cet événement dit sur la nature profonde du peuple malien, sur sa force intérieure, sur sa capacité de résistance qui va bien au-delà de ce que les observateurs extérieurs peuvent imaginer depuis leurs bureaux climatisés dans les capitales occidentales. Les terroristes sont arrivés. Ils sont venus avec leurs armes, leur entraînement, leur certitude d'être invincibles. Ils avaient probablement reçu des briefings détaillés sur leurs cibles. Ils avaient probablement étudié le terrain, analysé les itinéraires, planifié leurs voies d'approche et leurs voies d'exfiltration. Ils pensaient avoir pensé à tout. Mais ils n'avaient pas pensé à une chose. Ils n'avaient pas intégré dans leur calcul la variable la plus imprévisible, la plus puissante, la plus redoutable de toutes les variables humaines, l'âme d'un peuple qui refuse de se soumettre. Et quand les femmes du Mali ont vu ce qui se passait, quand elles ont compris que des ennemis armés venaient de pénétrer dans leur espace de vie, dans leur espace sacré, dans cet espace que leur mère et leur grand-mère avaient défendu de génération en génération, quelque chose s'est déclenché en elles, quelque chose d'ancestral, quelque chose de profond, quelque chose qui ne peut pas s'expliquer avec les seuls outils de l'analyse rationnelle occidentale. Ces femmes se sont levées, ces femmes ont agi, ces femmes ont fait preuve d'un courage, d'une détermination et d'une efficacité qui ont stupéfié tous ceux qui ont été témoins de la scène. En quelques secondes, là où il y avait la menace, là où il y avait la peur, là où il y avait la violence terroriste, il y a eu une riposte populaire d'une puissance inouïe. Et les terroristes qui pensaient venir faire la loi sur cette terre ont découvert à leurs dépens que cette terre avait ses propres lois, des lois qui ne figurent dans aucun de leurs manuels, des lois qui ne peuvent pas être neutralisées par leurs armes. Ce que ces femmes ont fait ce jour-là, personne ne l'oubliera de sitôt. Ce que ces femmes ont accompli ce jour-là fera partie de la mémoire collective du Mali pour les générations à venir. Ce que ces femmes ont prouvé ce jour-là, c'est que la force d'un peuple ne se mesure pas uniquement en nombre de soldats, en quantité d'armement, en sophistication technologique des équipements militaires. La force d'un peuple se mesure à la profondeur de ses racines, à la solidité de ses liens, à la puissance de ses convictions, à la chaleur de son âme collective. Et le peuple malien, ce soir, peut se tenir debout avec la fierté de savoir que son âme collective est intacte, que ses racines sont profondes, que ses liens sont solides et que ses convictions sont inébranlables. Nous ne pouvons pas, bien sûr, vous montrer ici toutes les images, toutes les vidéos de cet événement. Certaines de ces images sont d'une violence qui dépasse ce qu'on peut diffuser sur toutes les plateformes. Certaines de ces vidéos montrent des scènes dont la brutalité est telle qu'elle peut choquer profondément ceux qui les regardent sans être préparés. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que les témoignages convergent tous vers la même réalité. Les terroristes qui pensaient entrer, frapper et repartir ont découvert qu'ils ne pouvaient pas repartir. Ils ont découvert que la population qu'ils croyaient sans défense était en réalité leur pire ennemi. Ils ont découvert que chaque village malien, chaque communauté malienne, chaque femme malienne est un guerrier qui sommeille, un guerrier que l'on ne révèle qu'à ses propres risques et périls. Et il y a quelque chose d'autre dans tout cela, quelque chose que certains observateurs hésitent à mentionner parce que ça ne rentre pas dans les cases de leur analyse, mais que nous n'avons pas peur d'aborder parce que nous croyons en la vérité totale, pas juste la vérité partielle qui arrange certains. Il y a une dimension spirituelle dans tout cela. Le Mali est une terre imprégnée de siècles de culture, de traditions, de savoir ancestral. Les anciens du Mali vous le diront. Il y a une protection sur cette terre. Il y a une énergie qui circule dans ce peuple. Il y a quelque chose qui dépasse la simple physique, qui dépasse la simple logique militaire, qui appartient à un ordre de réalité que les scientifiques ne savent pas encore mesurer, mais que ceux qui vivent sur cette terre ressentent profondément. Et cette dimension-là, elle a joué un rôle dans ce qui s'est passé lors de cette attaque. Elle a joué un rôle dans la façon dont les femmes maliennes ont répondu. Elle a joué un rôle dans la façon dont l'objectif des terroristes a échoué de manière si spectaculaire. Alors, famille, voilà ce que nous voulions vous dire pour commencer. Voilà le tableau d'ensemble dans lequel s'inscrit ce moment historique que vit le Mali. Voilà pourquoi il est crucial que vous ne vous laissiez pas manipuler par les discours de ceux qui ont intérêt à vous présenter une réalité déformée. Le Mali est debout. Le Mali résiste. Et le Mali va continuer à résister parce que l'âme de ce peuple est trop grande, trop profonde, trop puissante pour être brisée par quiconque. Mais continuons parce que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Il y a tellement plus à dire. Il y a tellement de niveaux à explorer dans cette situation complexe qui secoue le Mali depuis plusieurs semaines maintenant.
Et l'un des aspects les plus importants, l'un des aspects que nous voulons vraiment creuser avec vous ce soir, c'est la question de la guerre de l'information, cette guerre invisible qui se mène en parallèle de la guerre physique, cette guerre que certains qualifient de guerre cognitive, cette guerre pour les esprits et les cœurs qui est peut-être plus dangereuse à long terme que n'importe quelle offensive armée. Pensez-y un moment. Qu'est-ce qui est plus efficace pour un ennemi? Envoyer des soldats sur le terrain au risque de les voir périr, de les voir capturés, de les voir humiliés comme ça s'est produit lors de cette fameuse attaque dont nous vous parlons, ou bien travailler de l'intérieur à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers des communicants payés et formés pour semer la confusion, le doute, la méfiance entre un peuple et ses dirigeants? La réponse est évidente. La guerre informationnelle coûte moins cher. Elle est moins risquée pour ceux qui l'organisent. Elle peut se mener depuis des milliers de kilomètres de distance, depuis des bureaux confortables, depuis des studios de télévision rutilants qui donnent une apparence de crédibilité et de sérieux à ce qui n'est en réalité qu'une opération de manipulation sophistiquée. Et c'est exactement ce que nous observons en ce moment, avec la situation malienne. Des médias que nous connaissons tous, que nous regardions peut-être encore il y a quelques années, avec un certain respect, ont décidé de prendre position contre le Mali. Pas ouvertement, pas franchement, pas honnêtement, parce que s'ils le faisaient ouvertement, personne ne les croirait. Non, ils le font de façon subtile. Ils le font en choisissant soigneusement quelles informations mettre en avant et quelles informations passer sous silence. Ils le font en utilisant un vocabulaire qui en apparence semble neutre, objectif journalistique, mais qui en réalité est chargé d'une idéologie, d'une intention, d'un agenda politique très précis. Prenons l'exemple de la fameuse information sur le ministre de la Défense. Comment ces médias ont-ils présenté cette information? Ils l'ont présentée comme un fait, pas comme une rumeur, pas comme une allégation non vérifiée, pas comme une information en cours de vérification, comme un fait établi. Et cette différence est cruciale, parce que quand vous présentez une information comme un fait, vous imposez à votre auditoire, à votre audience, une obligation de la croire sans la questionner, sans la vérifier, sans la remettre en cause. Et c'est ainsi que fonctionne la propagande la plus efficace. Pas en inventant des mensonges trop gros qui sauteraient aux yeux, mais en prenant des éléments partiellement vrais, des éléments qui ne peuvent pas être instantanément démentis, et en les présentant comme la réalité totale quand ce n'était en fait qu'une réalité partielle soigneusement sélectionnée. Nous reconnaissons pleinement, mais de là à conclure que le ministre de la Défense a été tué, médias essaient de construire. Derrière chaque offensive médiatique, il y a des intérêts. Et derrière ces intérêts, il y a des visages, des noms, des institutions, des puissances qui ont décidé que le Mali libre et souverain représentait une menace à leur hégémonie régionale et mondiale. Commençons par une question simple. Pourquoi le Mali? Pourquoi cette terre de l'Afrique de l'Ouest est-elle devenue l'épicentre d'une telle pression internationale? Pourquoi tant de ressources, tant d'énergie, tant d'intelligence stratégique sont-elles déployées contre ce pays qui, vu de l'extérieur, pourrait sembler être simplement un autre pays africain parmi d'autres? La réponse est complexe, mais elle commence par une réalité géographique et géopolitique fondamentale. Le Mali occupe une position stratégique au cœur du Sahel. Cette immense bande de terre qui traverse l'Afrique de l'Ouest en est. Cette zone tampon entre le Maghreb arabisé et l'Afrique subsaharienne, cette région qui est depuis des siècles un carrefour de commerce, de culture, de civilisation et malheureusement de conflits, qui contrôle le Sahel, contrôle une grande partie du destin de l'Afrique occidentale et centrale, et qui contrôle le Mali, contrôle le cœur du Sahel. Mais la géographie n'est pas le seul facteur. Le Mali est aussi un pays d'une richesse exceptionnelle. L'or malien est l'un des plus purs au monde. Les ressources en uranium, en phosphate, en gaz naturel sont considérables. Sans parler des ressources agricoles, de l'eau du fleuve Niger, de cette immensité territoriale qui représente un potentiel de développement extraordinaire si elle était gérée dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Et c'est précisément là le problème. Pendant des décennies, ces ressources n'ont pas été gérées dans l'intérêt du peuple malien. Elles ont été exploitées par des multinationales étrangères selon des contrats léonins négociés dans l'opacité totale, au profit de quelques actionnaires assis dans des conseils d'administration à Paris, à Londres, à New York, pendant que les Maliens vivaient dans une pauvreté qui n'avait aucune raison d'être dans un pays aussi riche. Alors, quand des dirigeants maliens ont commencé à remettre en question ces contrats, à exiger plus de transparence, à réclamer une part plus juste des revenus générés par les ressources du sol malien, à diversifier les partenariats pour créer une concurrence qui favorise les intérêts maliens
Plutôt que les intérêts étrangers, ces puissances ont réagi avec une violence que certains auraient pu trouver disproportionnée si l'enjeu n'était pas aussi considérable. Elles ont réagi en finançant des groupes armés. Elles ont réagi en déstabilisant les institutions. Elles ont réagi en orchestrant des campagnes médiatiques. Elles ont réagi en imposant des sanctions économiques. Elles ont réagi en essayant par tous les moyens de rendre la gouvernance malienne impossible, dans l'espoir que le peuple malien, épuisé par les difficultés, se retournerait contre ses dirigeants et demanderait le retour des anciens arrangements. Mais ce calcul-là a raté. Ce calcul-là continue de rater, parce que le peuple malien comprend, le peuple malien voit, le peuple malien fait la connexion entre les difficultés actuelles et les décisions souveraines prises par ses dirigeants pour rompre avec les vieilles servitudes. Et loin de se retourner contre ses dirigeants, le peuple malien les soutient avec une loyauté qui défie toutes les prédictions des experts en déstabilisation. Cette loyauté n'est pas aveugle. Ce n'est pas la loyauté d'un peuple qui ne voit pas les défauts de ses dirigeants ou qui refuse de les critiquer quand ils méritent d'être critiqués. C'est la loyauté d'un peuple qui comprend l'essentiel. Dans la tempête, on ne change pas de capitaine. Dans la bataille, on ne se retourne pas contre ses propres soldats. Dans la guerre de l'indépendance, on reste unis face à l'ennemi commun. Et parlons maintenant d'une chose très importante, une chose qui est au cœur de cette guerre invisible contre le Mali, la question des traîtres et des infiltrés. Parce que toute grande puissance qui veut déstabiliser un pays de l'intérieur a besoin de relais locaux. Elle a besoin de gens sur le terrain, de gens qui connaissent la société de l'intérieur, qui parlent la langue, qui connaissent les codes culturels, qui peuvent circuler sans éveiller les soupçons. Ces gens-là existent dans toutes les sociétés. Ce n'est pas une spécificité malienne. C'est une réalité humaine universelle. Dans toute communauté humaine, il y a des individus qui, pour des raisons diverses, par cupidité, par ambition personnelle, par peur, par conviction idéologique ou par naïveté, finissent par servir des intérêts qui ne sont pas ceux de leur communauté d'origine. Au Mali, ces individus ont joué un rôle dans cette attaque, pas directement peut-être sur le terrain, mais dans la préparation, dans le renseignement, dans la logistique, dans la transmission d'informations sur les positions, les mouvements, les habitudes des personnalités ciblées. Car c'est une réalité que nous devons nommer sans détour. Les attaques terroristes de cette sophistication ne peuvent pas se préparer sans information de l'intérieur. Elles ne peuvent pas viser aussi précisément des personnalités de premier rang sans que quelqu'un, quelque part, ait fourni des informations depuis l'intérieur du système. Et c'est pourquoi la vigilance, la solidarité communautaire, la surveillance mutuelle bienveillante sont des outils aussi importants que les armes dans cette guerre. Mais voici quelque chose de remarquable, quelque chose qui mérite d'être souligné et célébré. Malgré tout, malgré les infiltrations possibles, malgré les tentatives de renseignement de l'ennemi, les dirigeants maliens ont survécu. La cible principale de cette attaque n'a pas été atteinte. Le système de sécurité malien a fonctionné. Les contre-mesures ont été efficaces. Et cela témoigne d'une chose, la transformation profonde et positive que traversent les forces de sécurité maliennes depuis quelques années, une transformation qui inquiète profondément ceux qui avaient l'habitude de les sous-estimer, qui avaient l'habitude de les considérer comme un outil facilement manipulable. Les FAMA, les forces armées du Mali, ne sont plus ce qu'elles étaient il y a quelques années. Elles ont appris, elles ont évolué, elles ont intégré de nouvelles doctrines, adopté de nouvelles tactiques, acquis de nouveaux équipements. Et surtout, elles ont retrouvé quelque chose d'essentiel que toute armée doit avoir pour être efficace. La confiance en elle-même, la conscience de combattre pour une cause juste, le sentiment d'appartenir à quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. Une armée qui combat pour la souveraineté de son peuple est une armée différente d'une armée qui combat pour des intérêts étrangers. Une armée qui sait pourquoi elle se bat est une armée qui se bat mieux. Et les FAMA savent pourquoi elles se battent. Elles se battent pour la liberté du Mali. Elles se battent pour la dignité du peuple malien. Et cette conscience-là les rend redoutables. Mais il ne faudrait pas réduire la résistance malienne aux seules forces armées professionnelles. Parce que comme nous l'avons vu lors de cette attaque dont nous vous parlons, la résistance malienne est beaucoup plus large que ça. Elle implique tout le peuple. Elle implique les civils. Elle implique les femmes. Elle implique les anciens. Elle implique les jeunes. Elle implique les marchands, les agriculteurs, les artisans. Elle implique chaque Malien et chaque Malienne qui a décidé que cette terre est la sienne et qu'il n'est pas question de la laisser à ceux qui viendraient la prendre. Et c'est cette mobilisation populaire totale,
cette levée en masse d'un peuple entier qui constitue le mur le plus solide contre toutes les tentatives de déstabilisation. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial de cette situation, un aspect que les médias mainstream ne traitent jamais sérieusement parce que cela leur demanderait une honnêteté intellectuelle qu'ils ne sont pas prêts à exercer, la question du bilan des opérations terroristes. Chaque fois qu'il y a une attaque au Mali, les médias se concentrent sur les victimes côté malien, sur les dégâts, sur la destruction, mais ils ne parleraient jamais, ou presque jamais, du bilan côté terroriste. Ils ne vous disent pas combien d'assaillants ont été neutralisés. Ils ne vous disent pas combien ont été capturés. Ils ne vous disent pas combien de matériel a été saisi. Ils ne vous disent pas combien de réseaux ont été démantelés grâce aux informations obtenues sur les prisonniers. Et pourtant, ce bilan-là existe. Ce bilan-là est réel. Ce bilan-là est même, à bien des égards, favorable aux forces maliennes. Chaque attaque terroriste se solde, dans la plupart des cas, par des pertes considérables du côté des assaillants. Et au fil du temps, ces pertes s'accumulent, ces réseaux s'érodent, ces capacités opérationnelles se réduisent. Ce n'est pas une guerre qui se gagne en quelques semaines ou quelques mois. C'est une guerre longue. C'est une guerre d'usure. Et dans une guerre d'usure, la force du fond, la résilience profonde, la capacité à continuer malgré les épreuves, la détermination à ne pas céder sont des facteurs aussi déterminants que la puissance de feu. Et sur ces facteurs-là, le Mali a des atouts que ses ennemis ne peuvent pas neutraliser. Le Mali a une population qui comprend l'enjeu. Le Mali a une tradition culturelle de résistance qui remonte à des siècles. Le Mali a des dirigeants qui ont démontré leur capacité à tenir le cap malgré les pressions. Et le Mali a maintenant quelque chose qu'il n'avait peut-être pas avec la même intensité il y a quelques années, une fierté retrouvée, une conscience nationale renforcée, un sens aigu de ce que signifie être malien et de ce que cela implique comme devoir envers la patrie et envers les générations à venir. Parlons maintenant de l'aspect diplomatique de tout ça, parce qu'il est indissociable de la situation militaire et informelle. La diplomatie malienne traverse elle aussi une période de transformation profonde. Pendant longtemps, la diplomatie malienne était prisonnière d'un cadre qui limitait considérablement sa marge de manœuvre. Ce cadre définissait quels étaient les alliés acceptables, quelles étaient les orientations permises, quelles étaient les décisions tolérées par les puissances tutélaires. Sortir de ce cadre signifiait s'exposer à des sanctions, à des pressions, à des menaces voilées ou explicites. Mais le Mali est sorti de ce cadre. Et depuis lors, il explore des espaces de liberté diplomatique que les anciens dirigeants n'auraient pas osé imaginer. Il développe des relations avec des partenaires nouveaux, des partenaires qui ne viennent pas avec des conditions préalables, des partenaires qui respectent la souveraineté malienne, des partenaires qui s'engagent sur une base d'égalité et de respect mutuel. Et cette ouverture diplomatique a changé la donne. Elle a créé des équilibres nouveaux. Elle a réduit la dépendance qui était autrefois le principal levier de pression sur le Mali. Et voilà pourquoi certaines puissances sont de plus en plus désespérées dans leurs tentatives de déstabilisation. Elles voient leurs leviers de pression s'effriter un par un. Elles voient leurs anciens instruments de contrôle devenir inefficaces. Elles voient un pays qu'elles croyaient tenir fermement dans leurs mains glisser progressivement hors de leur emprise. Et face à cette réalité qui les panique, elles escaladent. Elles intensifient la pression. Elles recourent à des méthodes de plus en plus désespérées. Et c'est cette escalade du désespoir que nous observons dans la violence de cette dernière attaque, dans la brutalité de la campagne de désinformation qui l'a accompagnée, dans l'acharnement avec lequel certains médias ont voulu faire croire à la mort du ministre de la Défense. Mais voilà ce que nous savons de l'histoire. Quand une puissance escalade de cette façon, quand elle sort de ses méthodes habituelles pour recourir à des procédés de plus en plus grossiers et de plus en plus violents, c'est souvent le signe que sa position est plus fragile qu'elle ne le montre. C'est souvent le signe que ses calculs ont échoué et qu'elle ne sait plus très bien quoi faire. C'est souvent l'avant-dernière étape avant la retraite. Et c'est dans cet esprit, avec cette perspective historique, que nous devons lire l'actualité malienne. Non pas avec la peur que veut nous inspirer la propagande, mais avec la lucidité que nous donne la compréhension des dynamiques historiques profondes. Et puis, permettez-moi de vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans tout ça. Permettez-moi de vous parler des 49 soldats. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Cette affaire qui a fait grand bruit, ces soldats de pays voisins qui avaient été appréhendés sur le territoire malien
dans des circonstances que certains présentaient comme un simple malentendu, mais que les autorités maliennes avaient clairement identifié comme une opération militaire non déclarée sur le sol souverain du Mali. Rappelez-vous comment cette affaire s'est terminée. Rappelez-vous les demandes, les négociations, les échanges diplomatiques intenses, les appels répétés des gouvernements concernés, les médiations de pays amis. Et rappelez-vous que malgré toutes ces pressions, le Mali a maintenu sa position jusqu'au bout, a traité cette affaire selon ses propres termes et selon la loi internationale, sans céder aux ultimatums ou aux pressions. Cette affaire a enseigné une leçon importante à tous ceux qui voulaient tester la détermination du Mali. Elle a montré que le Mali n'est plus un pays qu'on peut intimider facilement. Elle a montré que le Mali a des dirigeants capables de tenir tête à des pressions considérables sans fléchir. Et elle a montré que les partenaires du Mali savent que, pour obtenir quelque chose du gouvernement malien, il faut passer par la voie du dialogue respectueux et non par la voie de l'ultimatum et de la contrainte. Et les mêmes enseignements s'appliquent à la situation actuelle. Ceux qui ont cru pouvoir atteindre les dirigeants maliens par une attaque terroriste, ceux qui ont cru pouvoir les démoraliser par une campagne de désinformation, ceux qui ont cru pouvoir obtenir d'eux une réaction désordonnée qui trahirait leur position, tous ces gens-là vont découvrir ce que ceux de l'affaire des 49 soldats ont déjà découvert. Le Mali y tient, le Mali y réfléchit, le Mali agit avec stratégie et le Mali y gagne. Revenons maintenant sur ce qui s'est passé concrètement lors de cette attaque, parce que les détails ont leur importance, parce que les détails révèlent des vérités que les grandes narrations médiatiques tendent à occulter. Nous avons parlé de la résistance des femmes maliennes. Nous avons évoqué le caractère exceptionnel, presque inexplicable pour les esprits qui ne connaissent pas les profondeurs de la culture malienne, de cette résistance. Maintenant, approfondissons cela. Maintenant, donnons-lui le contexte qui permet de vraiment le comprendre. La femme malienne n'est pas une entité passive dans la société. Elle ne l'a jamais été. Dans les grands empires de l'histoire malienne, dans l'empire du Ghana, dans l'empire du Mali, dans l'empire Songhai, les femmes ont toujours joué un rôle central, non seulement dans la préservation et la transmission de la culture, mais aussi dans la protection active de la communauté. Il existe des récits historiques de femmes maliennes qui ont participé à la défense de leur village, qui ont organisé la résistance contre les envahisseurs, qui ont inspiré les hommes par leur courage et leur détermination. Ce n'est pas une tradition récente. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé hier. C'est une tradition millénaire qui continue de vivre dans l'ADN culturel du peuple malien, dans ses chants, dans ses danses, dans ses cérémonies, dans les histoires que les mères racontent à leurs enfants le soir. Et c'est cette tradition-là qui s'est manifestée lors de cette attaque. Ce n'était pas un comportement imprévisible. Ce n'était pas une réaction spontanée dépourvue de racines profondes. C'était l'expression naturelle d'une culture qui n'a jamais accepté la soumission, qui n'a jamais enseigné à ses femmes à se résigner face à l'injustice, qui a toujours valorisé le courage comme une vertu suprême, accessible à tous, hommes et femmes confondus. Les femmes qui se sont levées ce jour-là portaient en elles des siècles de cette culture. Et quand elles ont agi, elles n'agissaient pas seulement pour elles-mêmes. Elles agissaient pour leurs mères, pour leurs grand-mères, pour toutes les générations de femmes maliennes qui les avaient précédées et qui leur avaient transmis par le sang et par les mots la certitude que la liberté est un droit et que la défense de cette liberté est un devoir. Il y a quelque chose d'extraordinaire à observer quand un peuple atteint ce niveau de conscience collective. Quand chaque membre de la communauté, indépendamment de son statut, de son genre, de son âge, est prêt à agir pour défendre ce qu'il aime, il se crée une synergie qui dépasse la somme des parties. Il se crée quelque chose que les militaires appellent parfois l'effet multiplicateur du moral, et que les sages de la tradition malienne nommeraient autrement, avec des mots de leur propre langue, des mots qui capturent une réalité que les langues européennes n'ont pas les outils pour décrire avec précision. Cette synergie, c'est ce que les terroristes ont rencontré, et c'est face à cette synergie qu'ils ont capitulé. Mais il y a aussi une dimension pratique à tout ça, une dimension concrète, tactique. Les femmes qui ont agi lors de cette attaque ne l'ont pas fait dans la naïveté. Elles n'ont pas agi à main nue face à des hommes armés en se disant simplement qu'elles allaient gagner parce qu'elles étaient dans leur bon droit. Elles ont agi avec intelligence, avec coordination, avec une compréhension tactique de la situation qui a probablement surpris les assaillants. Parce que contrairement à ce que la propagande ennemie voudrait vous faire croire,
Les populations rurales maliennes ne sont pas des victimes passives en attente de protection. Ce sont des communautés qui ont développé, au fil des années d'insécurité, leurs propres mécanismes d'alerte, leur propre système de communication, leur propre protocole de réponse aux menaces. Ces mécanismes ne sont pas officiels, ils ne sont pas médiatisés, ils ne font pas l'objet de conférences de presse, mais ils existent, ils fonctionnent et ils constituent une partie essentielle du dispositif de sécurité populaire du Mali. Et c'est là qu'intervient cet autre aspect dont nous voulons vous parler, cet aspect que nous avons légèrement effleuré tout à l'heure et que nous voulons approfondir maintenant. La dimension spirituelle de cette résistance. Nous en sommes conscients. Certains d'entre vous qui nous regardent pourraient être sceptiques sur ce point. Certains d'entre vous ont été formés à une vision du monde qui ne laisse pas de place pour les réalités spirituelles, qui réclament des preuves empiriques, qui ne croient que ce qui peut être mesuré et quantifié.